attendez, je vais essayer de reprendre votre argumentation. Enfin, c'est bien que vous fassiez l'effort au moins de vous expliquer, c'est déjà pas mal. Mais, donc pour vous, comment est-ce que cette astrologie qui vous est parvenue, c'est un peu la conception de Guinard d'ailleurs. Elle a suivi une évolution comme un arbre qui grandit comme ça, et donc c'est presque un point de vue hegelien. Enfin, je veux dire, parce que Guinard, il a quand même fait une thèse de philosophie. C'est-à-dire que ce qui nous est parvenu, c'est finalement quelque chose qui est le résultat de toute une histoire. Voilà. Ça qu'on croit ou pas à l'astrologie, c'est le cas. L'astrologie telle qu'on l'a là est le résultat de 2000 ans d'histoire et aussi des livres, quelques livres qui nous sont parvenus, pas tous. Alors, à ce sujet-là, je vous renvoie quand même à la linguistique. Est-ce que vous croyez que les langues sont forcément des aboutissements optimaux de toute une histoire? Ou est-ce qu'au contraire, alors moi, c'est vrai, il y a deux conceptions là. La conception, je fais un article là-dessus, je crois que ça s'appelle la mystique, etc. Je sais pas, je veux dire, la mystique astrologique, savoir les nouvelles planètes, notamment celles Uranus, Neptune et Pluton. Alors donc justement dans les années 40, on nous parle de ces trois planètes qui se sont succédées, etc. Et puis on nous parle aussi d'événements. Alors le grand problème d'André Barbeau, c'est qu'il a surinvesti les deux guerres mondiales, qui ne sont pas du tout des trucs typiques, si vous voulez. Donc en fin de compte, c'est ça, ça s'est pas reproduit, et donc finalement, il partait à la chasse de quelque chose qui ne pouvait plus exister. C'est ça son drame, finalement. C'est que si le concept même de guerre mondiale avait fonctionné, eh bien, il serait tombé forcément sur une autre guerre mondiale. Mais il a fonctionné que sur deux moments. Et donc là, il a pris une fausse piste, comme il a pris une fausse piste avec les communistes, etc. Il s'est trompé dans ses... Bon. Mais l'idée... Alors dans les langues, alors moi, vous savez que moi j'ai comme une formation linguistique très forte. Dans les langues, il y a ceux qui pensent qu'en effet, il y a deux philosophies. Alors Guinard, effectivement, je crois que j'avais compris ça, lui il pense que c'est un aboutissement et que c'est comme un arbre qui pousse et puis ça aboutit à ça. Et l'autre, alors moi j'ai jamais accepté cette théorie-là. J'aurais accepté au contraire que la structure idéale, c'est la structure au départ et pas à l'arrivée. Et c'est un petit peu, alors on vient au problème de politique, c'est un petit peu ce qui distingue la gauche et la droite. La gauche est tout le temps projetée dans un futur où les choses vont s'améliorer, et la droite veut revenir aux structures fondamentales initiales. Donc là, on voit aussi l'imbrication. Je sais que je suis plutôt à gauche, du coup. Oui, probablement. Mais je veux dire que c'est évident qu'il y a une philosophie. Il y aurait une astrologie de gauche, une astrologie de droite, en quelque sorte. Moi, je reprends une astrologie de droite. Et c'est pour ça que le fait que mettre l'accent sur le Soleil, c'est aussi quelque chose à droite. Mettre l'accent sur l'ensemble des planètes, c'est quelque chose à gauche, voyez-vous. Et effectivement, le fait de dire que demain, les choses doivent suivre leur cours et de voir ça, bon, ça évite d'avoir à décortiquer la tradition pour se demander d'où ça sort, qu'est-ce qui s'est rajouté, qu'est-ce qui s'est corrompu, qu'est-ce qui s'est altéré, etc. Parce que de toute façon, il y a une sorte d'optimisme, un peu à la Candide, c'est-à-dire, voilà, une harmonie préétablie, les choses doivent être ce qu'elles doivent être et aboutir comme ça. Et c'est un petit peu, je crois, cette forme d'optimisme qui existerait chez Guinard. Pourquoi ça s'obscurcit comme ça? C'est curieux. Et pourtant il y a... Bon, donc voilà, donc voyez-vous, on clarifie un peu les choses à ce niveau-là dans la discussion. On s'aperçoit que les enjeux sociopolitiques interfèrent avec les choix en astrologie, etc. Et que, d'une certaine manière, comme il peut y avoir un synchronisme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des gens qui prennent les deux à la fois, qui c'est un peu le en même temps, etc. Bon, alors, ils prennent ceci, prennent cela. Moi, le grand reproche que je fais à
à Brémorel, c'est justement. Alors, soit ils vont, alors comme vous dites, alors, soit ils vont dire, de toute façon, on voit bien qu'au bout du compte, l'astrologie, elle se plante, ou alors d'autres vont dire, au bout du compte, l'astrologie, elle a raison, et ce sont des gens qui sont incapables de décortiquer tout ça, sont incapables de faire le tri, de diagnostiquer les choses qui ne tiennent pas debout, etc. Voilà, par exemple, bon, quand je dis par exemple que l'astrologie de Gauquelin et des maisons, il ne faut pas la mélanger avec l'astrologie cyclique, voilà, c'est clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les mélanger. On peut faire les deux, mais pas les mélanger. Moi j'ai toujours un malaise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un thème où il y a à la fois le signe, la planète, etc. Où à la fois on a la problématique de la rotationnalité, c'est-à-dire, voilà, à tout moment la planète peut changer, l'ascendant peut changer, etc. Et donc il faut connaître très très exactement l'heure de naissance. Et puis d'autres moments, on est dans une astrologie cyclique où finalement, voilà. Déjà ces deux astrologies-là, elles n'ont rien à faire ensemble. Elles ne sont pas nées au même moment, c'est pas les mêmes conditions scientifiques. Voilà. Donc est-ce que vous seriez disposé je crois que les hindous faisaient ça. Ils distinguaient les différentes formes. Ils faisaient plusieurs thèmes. Un thème pour les maisons, un thème pour les signes, etc. Mais ils ne mettaient pas tout ensemble. Je crois que je me souviens d'avoir fait des choses comme ça. Il faudrait vérifier dans la littérature astrologique indienne. Mais j'avais remarqué qu'il y avait plusieurs tableaux qui existaient. Et par exemple, quelle est votre position sur les étoiles fixes, par exemple? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Il faut que j'amasse plus de ressources sur le sujet, mais moi je ne les rejette pas a priori. Oui. Mais qu'est-ce que vous en faites? Bon, j'ai une utilisation traditionnelle de ces étoiles. Non, parce que le grand problème, c'est est-ce que bon, on va poser le problème autrement. Est-ce que vous pensez qu'on peut combiner deux planètes entre elles dans un cycle? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut faire par exemple le cycle Saturne-Neptune ou Pluton-Uranus? Bon, est-ce que c'est cohérent de combiner deux planètes entre elles, ou est-ce qu'il faudrait plutôt combiner toujours un facteur mobile et un facteur fixe? Oui. Parce que dans une cyclicité, normalement, et même c'est comme ça qu'on calcule la révolution d'une planète, c'est le retour à un même point fixe. Bon. Donc un cycle, normalement, c'est le retour à un point fixe. C'est pas un élément mobile qui part à la chasse d'un autre moment mobile, par exemple. Moi, les deux me semblent valables. Autant le retour sur une étoile fixe, donc la révolution sidérale, si on préfère, que le cycle de planètes combinées entre elles. Alors, l'inconvénient, et c'est là justement aussi que Nicolas est un peu à côté de la plaque, c'est que normalement, une planète, par exemple, peut avoir plusieurs cycles à ce moment-là, selon la planète avec laquelle elle est en corrélation. Donc, oui, il n'y a pas une cyclicité établie pour telle planète. Donc, la planète n'a pas sa véritable cyclicité. Elle a une cyclicité avec Neptune, une cyclicité avec Uranus, une cyclicité avec Jupiter. Sa cyclicité propre, c'est sa révolution sidérale. Mais qu'est-ce qu'on en fait de sa révolution sidérale quand elle revient à où? Sur le même point que... Mais ce même point, c'est pas une planète alors? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a deux systèmes de référence. Mais qu'est-ce qui travaille là-dessus? Qu'est-ce qui étudie les révolutions? Moi, je ne sais pas, je connais... Barbeau, il ne travaille pas sur les révolutions sidérales, par exemple. Qu'est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui travaille sur les révolutions sidérales? Moi, je travaille sur les révolutions sidérales. D'une certaine manière, on peut dire que pour la position du Soleil, l'entrée du Soleil en Bélier est la marque de cette astrologie-là. C'est-à-dire que sur le point vernal, on a le cycle du Soleil qui commence du 0 degré Bélier et qui finit au 29 degrés Poisson. C'est comme ça que ça marche. La révolution sidérale, c'est le retour de la planète, normalement, pour André Barbeau, par exemple, la révolution d'un cycle, c'est la conjonction entre les deux planètes. Oui. C'est pas le retour de la planète à un point sidéral précis. Ouais, moi je pense qu'on peut prendre les deux. Non mais non mais attendez, je sais pas. Voilà, vous introduisez une nouvelle approche, mais moi je suis d'accord avec vous qu'on peut effectivement étudier le retour d'une planète sur. Mais alors, le problème étant
quel point sidéral. Alors justement, c'est là qu'on retombe dans mes travaux. C'est-à-dire, si l'étoile fixe en question, c'est l'étoile qui correspond au thème natal, oui, Celle du soleil, du coup. ou de Jupiter éventuellement. Alors, effectivement, si effectivement, alors c'est pour ça dire c'est comme ça d'ailleurs que je vois l'utilisation des. Et où c'est, il faut que cette étoile en question, elle fasse sens. Mhm. Alors quand vous parlez de révolution stellaire, il n'y a pas de sens. Il faut que ce soit qu'elle soit en connexion avec justement, comme vous dites, le Soleil par le natal. Ce qu'on appelle en Inde le nakshatra. C'est-à-dire, voilà, il y a un ensemble d'étoiles qui correspond au moment où la personne, alors soit c'est le Soleil, soit c'est autre chose, mais enfin, le concept c'est qu'il faut que cet ensemble d'étoiles soit lié à un élément du thème natal. Là, il y a une révolution sidérale. Mhm. Mais parler de révolution sidérale qui reviendrait comme ça à zéro bélier ou je sais pas quoi, est-ce que ça présente un intérêt d'étudier à quel moment, où est-ce que je peux dire, c'est ce que j'avais fait dans mon bouquin L'astrologie selon Saturne, où je montrais que tous les 30 ans, Saturne revenait à un certain point du zodiaque qui était dans les 30, 25 degrés poisson, etc. C'est comme ça que je fais ma prévision sur 95. Mhm. Bon. Il est un fait que... oui, alors ça, effectivement, j'ai essayé cette formule-là. C'était l'époque où j'étais pas encore dans les étoiles fixes, mais on peut supposer qu'en effet, quand la planète revient à zéro bélier, mais c'est en mondial, ça, en mondial, ça puisse vouloir dire quelque chose. Non, ce qui est intéressant, c'est considérer que l'astrologie relativiste, c'est considérer que justement, il se passe rien en mondial si on ne tient pas compte des coordonnées des personnes qui vont capter ces énergies et qui n'auront pas le soleil au même endroit. Bon. Alors, il y a aussi, par exemple, ce qui est intéressant, c'est aussi les sidéralistes. Mhm. Alors, vous avez réfléchi sur les gens qui croient qu'il faut tout décaler de 25 degrés, la Yadamsa, etc. Ouais, c'est curieux parce que même Geoffrey Dean il en parle dans Recent Advance. Et bon, après sa justification elle est assez. Il disait en gros que. Ah voilà, Zodiac Tropical vs Sidéral, page 50. Qu'on a retrouvé des installations astronomiques beaucoup plus anciennes qui tenaient compte de la précession des équinoxes. Ah, c'est là. Mmh. Et du coup que le bon zodiaque, celui à tester, c'est le zodiaque tropical. Ah bon? Oui. Alors, sur ce point, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Page 50, si vous voulez. D'accord. C'est intéressant d'en parler. À votre avis, à quoi servent les étoiles en astrologie? Oh bah, Est-ce que les étoiles, au départ, correspondent, on parle des étoiles zodiacales, des constellations zodiacales. À quoi servent-elles? Et est-ce qu'on peut les remplacer par des considérations tropicales? elles servent à déterminer les grands moments de l'année avec les levées héliaques. Lorsque une telle étoile se levait à tel moment de l'année, lorsque on voyait telle étoile se lever juste avant le lever du soleil, alors ça voulait dire qu'on était à tel moment de l'année. Oui, alors ça, c'est l'astrologie rotationnelle, ça. Alors, justement, vous avez une conception rotationnelle de l'étoile. L'étoile se lève comme une planète se lève, à tel moment, etc. Ça, c'est rotationnel. Oui. Mais en revanche, au niveau cyclique, ça joue un rôle assez très important. Ça permet de suivre la progression d'une planète. Elle passe d'une étoile à l'autre dans le ciel. Bon. Donc c'est beaucoup plus concret que l'astrologie tropicale. Donc on voit bien qu'au départ, les étoiles servaient à suivre à quel moment telle planète se trouvait, où cette planète allait, et à quel moment elle va aller là où on voudrait qu'elle aille, je sais pas, etc. Mais on voit bien qu'il n'y a aucune raison de faire de l'astrologie tropicaliste. La seule raison qu'on pourrait avoir imaginé pour l'astrologie tropicaliste, c'est qu'on se serve du zodiaque et que le zodiaque
soit marqué par le cycle des saisons, au niveau de la symbolique. En réalité, c'est ça qui conduit les gens à fonctionner comme ça. Mhm. D'un point de vue purement structurel, non, les étoiles servent à baliser la course des planètes. Ouais. Mais, comme on s'est servi pour établir ce balisage d'un référentiel saisonnier, Mhm. on en est à la conclusion, c'est que le zodiaque est saisonnier. Alors qu'en réalité, c'est uniquement un métalangage. C'est uniquement une façon de parler. Ils auraient pu. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les hindous, eux, au lieu de diviser en 12, ils divisent en 28, par exemple. Ça montre bien que ce n'est pas lié aux saisons. Donc là, voyez-vous, c'est un raisonnement qui est fondé sur. D'après Boucher-Leclerc, un nakshatra, ça vient du cycle de la Lune. Puisqu'il y a 27 jours lunaires bien et sûr, demi. oui, On peut diviser le ciel en 27 Oui, portions oui, c'est ça, délimitées oui. et après on arrondit selon au jour Voilà. avant ou après, donc 27 ou Oui. 28. Donc, c'est une. On aurait pu. Il y a 36 façons de diviser l'écliptique. Le principal, c'est de s'y reconnaître. 36 décans, 36 façons, oui. Oui, non, mais peu importe. Mais je veux dire que c'est pas forcément les 12 signes, les 12 mois de l'année. Mhm. Hein, ça peut être autre chose. Bien sûr. Donc finalement, c'est pas raisonnement comme ça en disant oui, voyez-vous, on utilise le zodiaque et le zodiaque quelque part a un rapport avec les saisons, donc il faut calculer le zodiaque d'après les critères saisonniers. Voyez-vous, c'est une sorte de raisonnement sophistique comme ça, complètement bidon, qui existe, alors qu'en réalité, au départ, il faut surtout y travailler sur au niveau visuel. Alors vous n'êtes pas très visuel au niveau astrologique. Hein. Moi, je suis très visuel. Parce que moi, bon, il faut que les planètes, on les voit, les étoiles, on les voit, la planète passe d'une étoile à l'autre, on la voit. Donc, il n'est pas question d'utiliser les planètes au-delà des planètes invisibles, etc. Voyez-vous, donc c'est toute autre démarche. Et là aussi, c'est intéressant sur le plan psychanalytique. Hein. On en a déjà parlé. Hein. L'idée que les choses se font sans qu'on le sache, qu'on voit que ça se prépare, que les planètes, bon, finalement, bon, même si on ne les a pas connues, elles ont quand même agi. Hein, on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionnait. Alors là, on est quand même dans une conception un peu opaque du pouvoir. Hein. Alors là, c'est intéressant parce qu'au niveau. Alors là, on tombe dans le stalinisme. Là. Enfin, c'est-à-dire que. Alors là, voilà, le pouvoir des planètes, c'est un pouvoir occulte. Hein, c'est un pouvoir caché. Hein, ils agissent, on les voit. On voit même pas les planètes en question. Oui, il faut savoir que vous allez sur cette pente glissante. Hein. Alors que moi, au contraire, je dis non, pour la transparence. Pour qu'on voit les planètes, on les voit avancer d'une étoile à l'autre, et les planètes qu'on ne voit pas, c'est même pas la peine. Donc là, là, c'est un autre aspect. Là, au niveau de la psychanalyse du comportement, cette jubilation à se dire que les choses se trament à notre insu, que l'humanité n'a jamais été véritablement au courant de tous les facteurs qui agissaient sur elle, et que ce n'est que maintenant qu'on commence à y arriver. Là, on retombe dans cette fameuse mystique de la fin des temps, parce que finalement, on est un peu dans cette démarche-là. Quand on lit les bouquins sur les années 40, alors qu'on venait de découvrir à peine Pluton, voilà, alors il y a des grands. Vous vous disiez que vous aviez regardé le bouquin de Bruno Müller. Oui. Ben, c'est ce qu'il raconte. Il y a Uranus, il y a eu Neptune et Pluton, voilà, c'est les trois états qui se sont succédés et qui annoncent des temps nouveaux, etc. etc. Bon. Et alors ça, c'est aussi une mentalité, une certaine mentalité, voyez-vous. Et on peut au contraire dire qu'on n'a absolument pas. Au contraire, on peut dire non, l'astrologie, c'est une organisation de la société qui a été élaborée dès le départ comme ça, et qui correspond à notre besoin de transparence, hein, comme on a envie de comprendre comment les politiques sont élus et comment ils travaillent, etc. Donc vous n'avez pas ce besoin de transparence, en fin de compte. Hein, quelque chose, là, ça ne vous gêne pas que des planètes puissent exister et elles puissent avoir agi depuis. Alors, il y a deux solutions. Soit elles ont agi depuis toujours, soit elles ont agi que depuis qu'on les a découvertes, c'est encore une autre théorie. Alors là, on dit, ah oui, parce que beaucoup de gens, dans les années 40, ils pensaient plutôt que ça venait, qu'on commençait à les découvrir, que ça n'était pas, ça n'avait pas agi avant.
D'accord. Hein? C'est intéressant comme manière de penser. Oui, parce que c'est l'idée que l'histoire arrive à... Alors soit il y a deux théories, soit l'histoire arrive à son plein développement maintenant, soit le savoir était là, mais il n'est donné à l'homme que maintenant. Il y a deux conceptions qui Mais se chevauchent. j'en parlais avec des gens. Vous savez que Alexandre Volgin avait une théorie sur l'acuité visuelle des Mayas ou des Aztèques. Ah oui, vous m'avez qui auraient pu, dit ça au téléphone, oui. voir Uranus et Neptune au moins. Oui, Et qui, du coup, qui les aurait intégrés à leur oui, système. oui. Effectivement. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on pourrait imaginer que certaines sociétés avaient cette faculté et que par conséquent, bon, malheureusement, effectivement, ils ne les ont pas intégrés dans leur... Enfin, la littérature ne témoigne pas de cette connaissance, elle n'a pas été transmise. Mais en effet, on peut imaginer que ce critère visuel, à ce niveau-là, n'a pas joué. Par contre, dans la théorie des transits, par exemple, dont j'ai parlé, les transits, quand on dit telle planète transite le thème natal, le thème natal, on ne le voit pas, le thème natal. Hein. Alors que si on considère si on traduit le thème natal en étoile fixe, là on peut voir à quel moment telle planète rencontre une étoile fixe. Donc l'intérêt aussi de rentrer. C'est pour ça que la théorie de Tucker, William Tucker, justement sur ce sujet, est intéressante parce que, une façon de dire, que finalement, si je l'ai bien comprise, parce que finalement, ce sont les aspects de telle planète avec telle étoile correspondant au thème natal qui est importante. Et dire simplement, bon, il y a le transit de la planète sur... ça suppose tellement de choses. Ça veut dire que le thème natal est resté dans la mémoire, etc. Il vaut mieux qu'il y ait une imprégnation stellaire qui est jouée dès le départ et qui fait qu'on voit très bien. On sait par exemple que telle personne, tel leader a son soleil avec telle étoile fixe et on sait à quel moment ça va se faire. Et à ce propos, vous savez que mon thème natal est quand même très très particulier. Plus j'y pense, plus je trouve qu'il est tout à fait étonnant. Donc c'est quoi, sans le Soleil, Jupiter? Non, mais il y a une triple conjonction Antares, Jupiter, Soleil, qui en Sagittaire, ça nous promet encore. Mais je veux dire que c'est extraordinaire parce que c'est un truc que c'est comme ça que j'ai découvert l'astrologie. Et aujourd'hui, ce sont ces deux planètes, Soleil et Jupiter, qui sont pour moi importantes. Et dans le cas d'Antares, justement, qui est là, qui est exactement là, à cet endroit-là, ça veut dire que c'est une étoile qui sert les deux à la fois. Donc en fin de compte, Antares joue à la fois pour Jupiter et pour le Soleil. Bon. Alors qu'est-ce que vous pensez de la théorie que j'ai développée récemment sur les âges? C'est-à-dire que le retour de Jupiter à 24 ans, à 48 ans, à 72 ans, etc., c'est intéressant. Et puis l'autre théorie que j'ai développée aussi récemment sur l'importance des semi-carrés et des cécicarrés. J'ai vu passer ça, j'étais surpris que vous passiez sur ce genre d'aspect. Mais non, ça n'a rien de surprenant. Oui, puisque c'est les moitiés des cycles. Oui, ça n'a rien de surprenant. D'ailleurs, moi-même, j'avais traité de ça il y a longtemps. Non, c'est une vision en 8. Effectivement, dans une phase... Alors c'est pour ça que je vous dis, il y a tellement de choses qui peuvent être... Et tellement... Normalement, un ingénieur, c'est pour ça que avec... évidemment, tu es d'accord, il y a des ingénieurs et des techniciens. Un ingénieur, il est capable de dire, voilà, il y a un truc qui ne va pas, on va repenser le truc. Hein? Il y a un élément qui n'est pas là où il doit être, etc. Au lieu de dire, voilà, ça marche ou ça ne marche pas. C'est ça qui est très, très primaire. De dire, voilà, est-ce que si on modifie ceci, ça va fonctionner? Si on considère, par exemple, que quand il y a un début de phase, il faut une période, disons, de transition, en quelque sorte. Justement, j'ai pris les exemples de Hitler et de Gaulle, je crois, en disant que si on s'en tient uniquement à l'aspect tel quel, il ne se passe rien. Si on ajoute 45 degrés, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut laisser, il y a un temps de latence, en quelque sorte. Okay. Donc l'aspect de 45 degrés et de 135 degrés, ce qui est pareil, c'est une façon de dire que finalement,
dans chaque phase, par exemple, si on prend une phase à une période de... Bon, pas rentrer dans le détail, mais dans chaque phase, il y a un moment où les choses se mettent en place et un moment où ça n'est pas encore là. Bon. C'est une façon d'ailleurs de faire la critique de Barbeau en disant c'est pas le moment de la conjonction Saturne-Neptune qui est important, c'est 45 degrés après la conjonction. Ouais. Bon, mais oui, c'est les gens. Finalement, moi je vais vous dire une chose, mon point de vue très sincèrement, mon cher Dominique, c'est que le milieu astrologique n'a pas attiré des gens puissants. Voilà. Dans d'autres domaines, il y a des gens qui ont un certain génie, et le milieu astrologique a attiré des gens médiocres. Voilà, Ouais. voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être récemment, mais il y a eu des grands esprits qui se sont intéressés à. Oui, Dans non, les mais je dernières parle, d'accord, années. mais je veux dire qu'il y a un manque de puissance intellectuelle dans ce milieu qui est absolument flagrant. Et donc, par conséquent, la capacité à s'apercevoir que tel élément, il faudrait le modifier, il faudrait le réorienter autrement, etc., on a l'impression d'avoir une médiocrité ambiante absolument effrayante dans ce milieu-là. Et tout à l'heure, quand je discutais avec vous sur la question, puisque vous faites votre numérisation, on se demandait vraiment qui allait profiter de tout ça. Et je crois qu'il y a actuellement, l'astrologie attire très très peu de gens intéressants. Elle en a attiré davantage dans les années 60. Il y avait, pas donner d'exemple là, le niveau a énormément baissé. Les gens qui viennent à l'astrologie ont des motivations de plus en plus médiocres. Et voilà. Donc finalement, dans d'autres domaines, ce qui arrive à la conclusion, c'est que dans d'autres domaines, quand quelqu'un a un esprit assez brillant, on reconnaît sa valeur et on en tient compte. Et dans ce milieu-là, ça ne marche pas. Parce que ce milieu est trop sclérosé pour véritablement prendre en compte certaines choses. Et donc, ça marche pas, etc. On va dire à un niveau extrêmement primaire, extrêmement limité. Et même des gens comme Ray Morel, ben, ils ont un peu ce profil-là. Et je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois, c'est un peu désespérant. On se demande si on va arriver à sortir de cette espèce de bourbier, c'est-à-dire s'il va y avoir, par quel miracle, il va y avoir une capacité pour le milieu astrologique de se réformer, de se remettre en question. Et parce que là, franchement, on est vraiment, on est tombé très très bas. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un peu à cause d'Yves Lenoble tout ça. Parce que le niveau des réunions astrologiques à partir des années 90 a énormément baissé. Pourquoi? Alors j'ai introduit une notion que vous n'avez peut-être pas suivie, la différence entre congrès d'astrologie et congrès astrologique. D'accord. À votre avis, quelle est la différence? Ben, il y en a un, c'est les professionnels qui viennent, et l'autre, ce sont les étudiants. Voilà, c'est ça. Le congrès astrologique, c'est on va apprendre l'astrologie, et le congrès sur des astrologues, moi j'appelle ça les congrès des astrologues, il y a des gens qui se retrouvent entre eux, qui discutent entre eux. Justement, l'autre jour, je parlais à propos de l'encyclopédie, je disais qu'autrefois, dans les congrès, on n'avait que des astrologues. Et même dans les congrès, par exemple, de 1935, 37 et même 53, c'était des astrologues qui se retrouvaient entre eux. Et après, on est passé à des congrès astrologiques où, finalement, on va enseigner l'astrologie et il y aura quelques astrologues qui seront là et une salle de gens complètement inconnus. Parce que dans les congrès avant, on savait, tout le monde, tous les gens qui étaient là, on savait qui était cette personne-là. Ils étaient en plus recensés dans les guides des astrologues. Et puis là, on arrive, par exemple, le congrès auquel j'ai participé il y a un an, organisé par l'AFDAF, rue de l'Ambre, à Montparnasse. Vous savez qu'il y a 5 ou 6 astrologues qui sont là, mais dans la salle, il n'y a que des gens inconnus. Des gens qui ne sont pas recensés, voilà. Parce que dans ce système-là, seuls les gens qui sont invités officiellement à parler viennent, et puis les autres ne viennent pas.
Donc une fois qu'il y a. Voilà. Et bien avant, moi, dans les KKD, la liste des congrès que j'organisais et la liste des participants, on sait très bien qui est qui. Il peut y avoir 50. Par exemple, le congrès de 2004, il n'y avait pas. Tous les gens qui étaient là, on les connaissait. On savait qui était là. Bon. Donc il y a eu de baisses considérables. Les astrologues aujourd'hui, on enseigne l'astrologie. L'astrologie, voilà, c'est l'astrologie. Et il est normal que des gens comme Bray Morel, eux, puisque c'est les astrologues eux-mêmes qui parlent de l'astrologie comme ça, eh ben les anti-astrologues vont parler d'astrologie comme ça. Mais autrefois, dans les années 70, que j'ai bien connu, puisque c'était moi qui étais l'animateur principal, 70 jusqu'en 90 à peu près, 95, eh bien, voilà, on savait très bien que les astrologues discutaient entre eux. Ils n'étaient pas d'accord. Voilà, il y avait des arguments, etc., toutes sortes. Et donc finalement, pour revenir à la question des 45 degrés et 80, effectivement, 45 degrés, 80 degrés, 135 degrés, voilà, ça vous a surpris, il n'y a pas de raison d'être surpris. Au contraire, c'est tout à fait normal. Et à ce propos, d'ailleurs, je vous signale que, si on terminait un peu là-dessus aussi, quel rapport, à votre avis, entre les signes zodiacaux et les aspects? Pourquoi est-ce qu'on a. Puisque vous croyez qu'il faut pour tenir les 72 degrés, mais non, justement, quel est le rapport entre. À quoi sert la division en 12 du zodiaque, à votre avis? À justifier les aspects? Non, mais d'accord, mais. Je sais pas, moi. Oui, justement. La division en 12 du zodiaque, on le voit d'ailleurs chez Ptolémée, c'est uniquement pour savoir quels sont les aspects entre deux planètes, en comptant le nombre de signes. Oui. Oui, ça sert le thème Mundi. Ça ne sert pas à autre chose qu'à ça. Oui, donc la division en 12, elle ne sert qu'à déterminer à quel moment, puisque finalement le grand problème, c'est l'aspect. La planète, quand l'aspect rejoint telle étoile, par exemple. Bon. Et pour le savoir, eh bien, on divise par des multiples de 30. Voilà. Et justement, alors, pour terminer aussi sur ce sujet, parce que vous avez l'air assez sceptique, le thème Mundi, normalement, le thème Mundi doit correspondre à une réalité astronomique. Mais de fait, il ne l'est pas. Alors pourquoi? Est-ce qu'il ne l'est pas parce que dans sa conception même, il ne devait pas l'être, ou parce qu'il a été perturbé ou déformé? Moi, je pense que c'est juste un outil pédagogique pour enseigner l'astrologie. Voilà. Donc, oui, là, on touche à un sujet majeur. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée d'altération du système est impensable pour vous. Qu'une erreur se soit glissée, qu'un élément soit venu perturber le système, est impensable et inacceptable. Non, c'est pas si, ça. Mais si, et la preuve d'ailleurs, puisque vous dites que de toute façon, les choses doivent évoluer comme elles doivent évoluer. Si vous écoutez ce que je vous ai dit au tout début, j'ai dit que j'ai bien compris que l'astrologie est syncrétique, donc issue de courants ou de pensées différentes. Que le syncrétisme n'est pas mauvais en soi tant que les éléments qui le composaient au départ sont bons. Donc ça n'inclut pas que il peut y avoir un mauvais syncrétisme, donc l'inclusion d'éléments qui sont mauvais pour l'astrologie. Oui, par exemple Saturne. Vous pensez, oui, que Saturne. Justement, Saturne, justement, j'en ai